Un homme riche reprend conscience lors de ses propres funérailles en entendant la voix de sa femme et de son amant. Il décide de rester immobile, et les retournements de la vie surprennent tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Morel, magnate de 45 ans, recouvra lentement ses sens en entendant des murmures étouffés autour de lui. Une obscurité totale l'entourait, et le silence était assourdissant. Il ouvrit les yeux, s'attendant à se retrouver dans le confort de sa chambre luxueuse, mais ce qu'il découvrit fut bien plus terrifiant. Il était emprisonné dans un espace minuscule, tapissé de soie. La panique l'envahit alors que ses mains frôlaient le tissu doux qui le cernait. Son cœur s'emballa, tandis que son esprit essayait de comprendre la situation. Où était-il? Que lui était-il arrivé? Les souvenirs des derniers jours lui semblaient flous, comme s'ils avaient été engloutis par une épaisse brume. Il tenta de bouger, mais l'espace exigu l'empêchait même de lever les bras. L'air devenait de plus en plus rare, et la claustrophobie menaçait de le submerger. C'est alors qu'il perçut des voix lointaines, étouffées, venant de l'extérieur. Une grande perte pour nous tous, disait une voix grave, celle du père Ignace, prêtre de la paroisse que la famille Morel fréquentait occasionnellement. Une réalisation foudroyante l'atteignit, il était dans un cercueil. Il célébrait ses funérailles. Un choc initial fit place à une confusion dévastatrice. Comment cela était-il possible? Il était vivant, sentait son cœur battre, son torse se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration haletante. Avait-on pris un faux diagnostic de décès, ou bien était-ce un complot? Richard tenta de crier, de frapper contre les parois de bois qui le tenaient captif, mais il était trop affaibli, comme s'il sortait d'un long sommeil. La peur devint plus intense à la pensée que, s'il n'attirait pas l'attention rapidement, il pourrait bel et bien mourir enterré vivant. Les voix continuèrent à parvenir à ses oreilles, des murmures de condoléances, de regrets, d'amis d'affaires, de personnalités influentes et de membres éloignés de la famille, tous ignorant qu'ils pouvaient les entendre. Soudain, une voix qu'il connaissait bien perça le silence et glaça le sang de Richard, celle de Victoire, sa femme. « Merci à tous d'être venus, dit-elle d'une voix tremblante. Richard aurait été touché de voir combien de vies il a marqué. Quelque chose dans son ton fit frémir Richard. Ils étaient mariés depuis plus de 2 décennies, avaient bâti un empire ensemble, et ils pouvaient discerner aisément quand Victoire simulait. C'était si soudain, poursuivit-elle. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. Qui aurait pu imaginer qu'un homme aussi fort que Richard? Un sanglot, trop théâtral pour les oreilles entraînées de Richard, interrompit sa voix. Richard voulait hurler à tous qu'il était bien vivant, mais son corps restait insensible à ses efforts, et ses faibles tentatives de bruit restaient inaudibles au milieu des murmures. Alors qu'il cherchait un moyen d'alerter quelqu'un, il perçut des pas se rapprochant de lui, puis une main se posa sur le bois au-dessus de son visage. « Mon amour » murmura Victoire, si bas que Richard eut à peine le temps de l'entendre. « Repose en paix » Un moment de silence, puis un bruit qu'il reconnut instantanément et qui le glaça, un baiser, mais pas un baiser sur le bois. Un baiser passionné entre 2 personnes. « Ça a fonctionné » murmura une voix masculine que Richard reconnut avec horreur, celle de Jean, son meilleur ami et associé. « Personne ne se doute de rien, répondit Victoire. On se retrouve ce soir quand tout sera terminé. » Le monde de Richard s'effondra en cet instant. Sa femme et son meilleur ami, non seulement en relation amoureuse, mais aussi complices de sa situation actuelle. La trahison était si profonde, si inattendue, que pendant un instant, Richard en oublia le danger imminent. La cérémonie continuait, et lui luttait contre une vague d'émotions toxiques, colère, douleur, confusion, et surtout, une peur accablante. Comment avait-il trompé tout le monde? Que lui avait-il réellement fait? Et surtout, comment allait-il s'en sortir vivant? Les heures s'étirèrent comme une éternité. Richard entendit le bruit de la terre tombant sur son cercueil, signifiant qu'on l'enterrait. La panique atteignit son paroxysme alors qu'il sentait le poids de la terre s'accumuler au-dessus de lui. Il était certain qu'il mourrait là, trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, oublié du monde. Mais au moment où il se sentait prêt à céder au désespoir, un autre bruit interrompit ses pensées, le raclement d'une pelle contre le bois de son cercueil. Quelqu'un creusait. « Tu as entendu ça, Thierry » murmura une voix jeune et féminine. « On dirait que quelque chose a bougé à l'intérieur. Tu imagines des choses » Laïa répondit une voix plus âgée et bougonne. « Les morts ne bougent pas. » Fini de remplir la tombe pour qu'on puisse rentrer, Richard, avec ses dernières forces, parvint à frapper faiblement le couvercle du cercueil. C'était sa dernière chance. Un halètement de surprise retentit. « Tonton, je jure que j'ai entendu quelque chose » s'exclama Laïa. « Impossible » répliqua Thierry, mais l'incertitude perçait dans sa voix. Richard frappa de nouveau, cette fois avec un peu plus de force. « Mon Dieu » cria Laïa. « Il y a quelqu'un de vivant là-dedans. » Le bruit de pelle s'activant frénétiquement résonna autour de lui. Richard sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'un espoir renaissait en lui. Peut-être, juste peut-être, allait-il survivre à ce cauchemar. Alors que la terre était enlevée et que le couvercle du cercueil s'ouvrait enfin, laissant la lumière du crépuscule envahir sa vision, Richard comprit que sa vie avait changé pour toujours. La trahison de Victoire et de Jean, son sauvetage miraculeux, tout indiquait un nouveau chapitre dans son existence.
Tandis que Laïa et Thierry l'aidaient à sortir, Richard, faible et désorienté, jura de découvrir la vérité derrière ce qui lui était arrivé et, quand il le ferait, ceux qui l'avaient trahi en paieraient le prix. Mais pour l'instant, alors qu'il respirait l'air frais de la nuit et sentait l'herbe sous ses pieds, Richard ne pouvait qu'être reconnaissant d'être en vie. Le chemin devant lui serait difficile, mais il était déterminé à avancer, peu n'importe les obstacles qu'il rencontrerait. La nuit était tombée sur le cimetière lorsque Laïa et Thierry, tante et neveu, aidèrent un Richard affaibli à sortir de la tombe. L'homme, encore vêtu de son costume funéraire, tremblait de manière incontrôlable, tentant de traiter les événements des dernières heures. « Il a besoin de soins médicaux », dit Laïa en soutenant fermement Richard. Âgée de 28 ans, la jeune psychologue avait l'habitude de gérer des situations de crise, mais jamais elle n'aurait imaginé vivre quelque chose de semblable. Thierry, le fossoyeur de 60 ans, regarda autour de lui nerveusement. « On ne peut pas l'emmener à l'hôpital. Imagine le scandale, un homme déclaré mort, exhumé. Les journaux en feraient leur gros titre. » Richard, retrouvant un peu de lucidité, murmura d'une voix rauque, « Non, non, je ne peux pas aller à l'hôpital. » Elle, il me retrouverait. Laïa et Thierry échangèrent des regards inquiets. « Qui, monsieur ?» demanda Laïa doucement. « Ma femme et Jean, répondit Richard, la douleur perceptible dans sa voix. Ils ont planifié tout cela ?» La révélation laissa Laïa et Thierry sans voix pendant un moment. Finalement, Laïa prit les devants. « Tonton, emmenons-le à la cabane. Là-bas, il sera en sécurité pendant qu'on décide quoi faire. » Thierry acquiesça et, entre les deux, ils aidèrent Richard à marcher jusqu'à une vieille camionnette garée non loin. Le trajet jusqu'à la cabane familiale, nichée dans la forêt, se déroula dans un silence tendu. Épuisé et accablé, Richard sombra dans un sommeil agité. À leur arrivée, Laïa passa en mode professionnel, examinant Richard du mieux qu'elle put. Bien qu'affaibli et déshydraté, il ne semblait pas en danger immédiat. Elle l'aida à changer de vêtements, lui prêtant des habits de son oncle, et prépara une soupe chaude. Assis devant la cheminée, Richard commença à raconter son histoire. Il parla de sa carrière réussie comme homme d'affaires, de la façon dont il avait bâti un empire avec sa femme, Victoire. Il leur parla de Jean, son meilleur ami depuis l'université et son associé en affaires. « Je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit, » dit Richard, la voix brisée. « Je leur faisais confiance aveuglément. » Laïa, mettant à profit ses connaissances en psychologie, l'écoutait attentivement, posant de temps en temps des questions pour aider Richard à gérer ce qu'il avait vécu. Thierry, pour sa part, restait silencieux, le visage sombre, son indignation évidente face à une telle trahison. « La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller dans le cercueil, c'est un dîner chez moi, » continua Richard. Victoire avait préparé mon plat préféré. Jean était là, comme tant d'autres fois. Je me souviens m'être senti étourdi après le dîner. Je pensais que c'était le vin. Ils vous ont empoisonné, murmura Thierry en rompant son silence. Laïa lui lança un regard d'avertissement, mais Richard acquiesça lentement. Ça semble être le cas. Ils ont dû utiliser quelque chose qui simulait une crise cardiaque. Victoire a toujours eu une fascination pour la médecine, elle a même étudié un moment avant d'abandonner pour les affaires. Au fil de la soirée, Richard partagea davantage de détails de sa vie. L'entreprise qu'il avait fondée, les millions accumulés, les propriétés à son nom. Tout cela est désormais entre les mains de Victoire. Je dois reprendre ma vie en main, dit Richard avec détermination. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Laïa le mit en garde sur la précarité de sa situation. Monsieur Morel, je comprends votre désir de justice, mais il nous faut être prudents. Légalement, vous êtes mort. Si Victoire et Jean découvrent que vous êtes en vie, ils pourraient essayer de terminer ce qu'ils ont commencé. Les mots de Laïa pesaient lourdement sur eux. Le silence qui suivit fut brisé par le son d'un téléphone. C'était le portable de Laïa. Oui. Mon Dieu, êtes-vous certain? Sa voix trahissait l'alarme. Après avoir raccroché, elle se tourna vers les autres, le visage grave. C'était mon collègue de l'orphelinat. Il vient de voir les nouvelles. La police cherche un profanateur de tombes au cimetière. Quelqu'un a rapporté une activité suspecte cette nuit. Richard pâlit. Victoire. Ça doit être elle. Peut-être est-elle venue s'assurer. Il faut le sortir d'ici, coupa Thierry. Si la police commence à enquêter, ils finiront par remonter jusqu'à nous. Laïa acquiesça, réfléchissant rapidement. Je connais un endroit. Une amie a une maison de campagne abandonnée à quelques heures d'ici. Nous pourrions l'emmener là-bas, le temps d'élaborer un plan. Richard les regarda, la gratitude et la détermination se mêlant dans ses yeux. Merci, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites. Vous ne nous devez rien, répondit Laïa avec un sourire tendre. Mais si vous voulez nous remercier, aidez-nous à démasquer ces criminels. Alors qu'il se hâtait de rassembler le nécessaire pour le départ, Richard ne put s'empêcher de penser à l'ironie de sa situation. Il y a quelques heures à peine, il gisait dans une tombe, trahi et abandonné. Maintenant, bien qu'il soit encore en danger, il avait trouvé des alliés inattendus. Cependant, une question persistait dans son esprit. En qui pouvait-il encore avoir confiance? Dans un monde où sa femme et son meilleur ami avaient conspiré pour le tuer, qui d'autre pouvait être impliqué dans ce mensonge? La camionnette de Thierry s'éloigna de la cabane dans l'obscurité de la nuit,
tandis que Richard jurait de découvrir la vérité, peu n'importe le prix. La bataille pour sa vie et son héritage ne faisait que commencer. À l'aube, Laïa, Thierry et Richard arrivèrent à la maison de campagne abandonnée. Le lieu, bien que délabré, offrait un refuge sûr, loin des regards indiscrets. Pendant que Thierry assurait le périmètre, Laïa aida Richard à s'installer dans une des chambres les moins détériorées. « Nous avons besoin d'un plan, dit Richard, la voix plus assurée après des heures de repos et de réflexion. Je ne peux pas me cacher éternellement. » Laïa hocha la tête, son esprit de psychologue analysant la situation. La première chose est d'assurer votre sécurité. Ensuite, il faudra des preuves de ce que Victoire et Jean ont fait. J'ai un ami, murmura Richard après un moment de silence. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Marcelo Salgado, mon avocat personnel. Si quelqu'un peut nous aider légalement, c'est bien lui. Thierry, qui venait de revenir dans la pièce, fronça les sourcils. Êtes-vous sûr de pouvoir lui faire confiance? Je ne veux pas être pessimiste, mais après tout ce qui s'est passé. Richard comprenait l'inquiétude. Marcelo est mon ami depuis bien avant que je sois riche. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour ma fortune. S'il y a bien quelqu'un en qui je peux avoir confiance, c'est lui. Laïa réfléchit. Nous pourrions le contacter, mais avec une extrême prudence. Nous ne pouvons pas risquer que Victoire ou Jean apprennent votre survie. Alors qu'ils discutaient des détails pour contacter Marcelo de manière sécurisée, Laïa reçut un autre appel. Son visage se tendit en écoutant. C'était mon collègue de l'orphelinat, encore une fois, dit-elle après avoir raccroché. Les nouvelles sont pleines de rumeurs à propos de l'incident au cimetière. La police enquête, et Richard, votre femme a offert une récompense pour des informations sur le profanateur de votre tombe. Richard ferma les yeux, la douleur marquée sur son visage. Elle cherche à effacer ses traces. Si quelqu'un découvre que la tombe est vide, il faut agir vite, coupa Thierry. Chaque minute qui passe est une chance de plus pour eux de nous trouver. Ils décidèrent que Laïa serait celle qui contacterait Marcelo. Étant la moins connue du groupe, elle avait moins de risques de soulever des soupçons. Elle utiliserait un téléphone prépayé et fixerait un rendez-vous dans un lieu public mais discret. Alors que Laïa se préparait à partir, Richard la retint. Laïa, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais. Toi et Thierry, vous m'avez donné une seconde chance. La jeune psychologue lui sourit chaleureusement. C'est la moindre des choses, Richard. Personne ne mérite de vivre ce que vous avez traversé. Nous allons vous aider à récupérer votre vie. Une fois Laïa partie, Richard resta seul avec ses pensées. Des images de sa vie avec Victoire lui revinrent en mémoire, leur mariage, leur voyage, leur moment d'intimité. Tout avait été une illusion. Depuis combien de temps le trompait-elle? Thierry, remarquant l'angoisse de Richard, s'assit à ses côtés. Je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais si vous avez besoin de parler. Richard le remercia pour son geste, et à sa propre surprise, se mit à se confier au vieux fossoyeur. Il lui parla de la façon dont il avait bâti son empire à partir de rien, des sacrifices qu'il avait faits, des nuits blanches à travailler aux côtés de Victoire. Je pensais que nous bâtissions un avenir ensemble, dit-il avec amertume. Maintenant, je me demande si elle m'a jamais vraiment aimé. Thierry écouta en silence, offrant parfois quelques mots de réconfort. Sa présence tranquille fut une ancre pour Richard dans la tempête émotionnelle qu'il traversait. Pendant ce temps, en ville, Laïa se préparait pour rencontrer Marcelo Salgado. Elle avait donné rendez-vous dans un petit café en périphérie de la ville, un endroit peu fréquenté où il était peu probable qu'on les reconnaisse. Marcelo, un homme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture épaisse, arriva à l'heure, l'expression à la fois prudente et curieuse. Monsieur Salgado, commença Laïa après les présentations d'usage, ce que je vais vous dire va sembler incroyable, mais je vous assure que c'est la vérité. À mesure que Laïa racontait l'histoire de Richard, le visage de Marcelo passa de l'incrédulité au choc, puis à une colère contenue. J'ai toujours eu des soupçons sur Victoire, dit Marcelo quand Laïa eut fini. Mais ça dépasse l'entendement. Allez-vous nous aider? Demanda Laïa en étudiant attentivement la réaction de l'avocat. Marcelo acquiesça avec détermination. Richard n'est pas seulement mon client, il est mon ami. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Mais nous devons être extrêmement prudents. Victoire a des ressources et des connexions. Si elle soupçonne quelque chose, Laïa donna à Marcelo des instructions pour les contacter en toute sécurité, et ils fixèrent un autre rendez-vous, cette fois avec Richard. De retour à la maison de campagne, Laïa partagea les détails de sa rencontre avec Marcelo. Richard ressentit comme un poids se lever de ses épaules. Avoir Marcelo de son côté signifiait qu'ils avaient une véritable chance de se battre. Nous avons besoin de preuves, dit Marcelo au téléphone en mode haut-parleur. Des dossiers médicaux, des transactions financières suspectes, tout ce qui peut lier Victoire et Jean à cette tentative d'assassinat. Alors qu'ils discutaient des stratégies, Richard ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'anticipation et de crainte. Il se rapprochait de la possibilité de récupérer sa vie, mais savait aussi que le chemin devant lui serait semé d'embûches. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Richard resta éveillé, regardant par la fenêtre vers le ciel étoilé. Il pensa à Victoire, à la vie qu'ils avaient partagée, aux rêves qu'ils avaient construits ensemble. Comment avait-il pu en arriver là?
Un bruit soudain le tira de ses pensées, des pas à l'extérieur de la maison. Richard se tendit, la peur envahissant ses veines. Avait-il été découvert? Il s'approcha silencieusement de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette se déplaçait dans l'ombre, se rapprochant de la maison. Le chapitre se termine sur cette scène de suspense, laissant le lecteur se demander qui est cette figure mystérieuse. Ont-ils été découverts, ou s'agit-il d'un nouvel allié qui rejoint le combat de Richard pour obtenir justice? Le cœur de Richard battait fort tandis qu'il observait la silhouette s'approcher discrètement de la maison. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait quelque chose qui pourrait lui servir d'arme. Il trouva un lourd chandelier en métal et le saisit, prêt à tout. Les pas se rapprochaient. Richard retint son souffle. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. « Richard !» s'exclama une voix familière, tandis qu'une lueur se diffusait, révélant un homme d'âge moyen aux cheveux ébouriffés et l'air stupéfait. C'était Carlos, son ancien chauffeur et assistant personnel. Laïa et Thierry, alertés par le bruit, accoururent dans la chambre, prêts à affronter une menace. « Qui êtes-vous » exigea Thierry, se plaçant protecteur devant Richard. « C'est Carlos, mon ancien employé » expliqua Richard, encore sous le choc. « Mais, comment ?» Carlos, se remettant du choc de voir son ancien patron en vie, commença à expliquer. « Monsieur Morel, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé après votre soi-disant décès. Victoire m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de mes services, mais elle a oublié que j'avais accès à certains de ses comptes email. » Tous s'assirent pendant que Carlos racontait son histoire. Après avoir été licencié, il avait remarqué des emails suspects entre Victoire et Jean. Sa curiosité l'avait poussé à enquêter davantage, et ce qu'il avait découvert l'avait horrifié. « J'ai trouvé des messages où il planifiait de se débarrasser de vous, » dit Carlos, la voix tremblante. « Au début, je pensais que c'était une sorte de blague macabre, mais ensuite, je me suis souvenu de certaines choses étranges que j'avais remarquées ces derniers mois. » Richard écoutait attentivement, son esprit absorbant ces nouvelles informations. « Quel genre de choses ?» demanda-t-il. « Des réunions secrètes entre Victoire et Jean, des conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce. » Carlos fit une pause, comme s'il hésitait à continuer. « Et quoi d'autre » pressa Laïa, son instinct de psychologue détectant qu'il y avait autre chose. Carlos prit une grande inspiration avant de poursuivre. Les visites fréquentes de Victoire dans une clinique privée. Elle insistait toujours pour y aller seule, ce qui me semblait étrange, car en général je l'accompagnais partout. Cette révélation tomba comme une bombe. Richard se souvint des mots de Victoire sur ses études en médecine. Elle avait peut-être perfectionné un moyen de l'empoisonner dans cette clinique. Carlos, dit Richard en se penchant en avant, avez-vous des preuves de tout cela? L'ancien chauffeur acquiesça. J'ai des copies des emails et des enregistrements des visites à la clinique. J'ai aussi autre chose. Il sortit une petite clé USB de sa poche. J'ai installé des caméras cachées dans le manoir avant de partir. J'espérais capturer quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passait. Laïa se précipita pour connecter la clé USB à son ordinateur portable. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Il y avait des enregistrements de Victoire et Jean discutant ouvertement de la manière dont ils s'étaient débarrassés de Richard, de leurs projets pour l'entreprise, et de la façon dont ils profitaient désormais de la fortune qui était entre leurs mains. « Ça, c'est exactement ce qu'il nous fallait » murmura Richard, avec une douleur mêlée de détermination dans la voix. Thierry, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Mais, Carlos, comment nous as-tu trouvés » L'ancien chauffeur esquissa un faible sourire. « Eh bien, c'est une autre histoire. Après avoir découvert tout cela, j'étais désespéré de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider. Je me suis alors souvenu que M. Morel avait un avocat de confiance, Marcelo Salgado. Je l'ai contacté et lui ai raconté mes soupçons. Il m'a dit de garder le silence et d'attendre ses instructions. Il y a quelques heures, j'ai reçu un message avec cette adresse. » Tous les regards se tournèrent vers Laïa, qui hocha la tête en signe d'approbation. Marcelo m'a contacté peu avant l'arrivée de Carlos. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un de confiance qui détenait des informations cruciales. Richard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les pensées tourbillonnant dans son esprit. D'un côté, chaque nouvelle révélation rendait la trahison de Victoire et de Jean plus douloureuse. De l'autre, ils avaient maintenant des preuves concrètes et un nouvel allié en qui ils pouvaient avoir confiance. « Carlos, dit-il finalement en se tournant vers son ancien employé, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Tu as pris de grands risques pour moi ?» Carlos secoua la tête. « Monsieur Morel, vous avez toujours été juste et bienveillant avec moi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant ce qu'il vous avait fait. » Laïa, toujours pragmatique, intervint. « Cela change nos plans. Avec ces preuves, nous pouvons agir plus vite, mais cela signifie aussi que nous courons un plus grand danger. Si Victoire et Jean suspectent quelque chose, il nous faut un plan d'action immédiat. Marcelo doit être informé sans délai, acquiesça Richard. Carlos, seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous avez découvert? Carlos hocha la tête sans hésiter. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour que justice soit rendue. Alors que le groupe commençait à élaborer sa stratégie, Richard ressentit pour la première fois depuis son réveil dans ce cercueil une lueur d'espoir. Il avait une réelle chance de reprendre le contrôle de sa vie et de faire payer les coupables.
Cependant, à mesure que la nuit avançait et que les plans se précisaient, une question persistait dans l'esprit de Richard: quels autres secrets et trahisons l'attendaient encore dans l'ombre de son passé, et serait-il prêt à les affronter? Dehors, le vent sifflait entre les arbres, comme si la nature elle-même retenait son souffle, anticipant la tempête qui allait s'abattre sur la vie de Richard Morel et sur tout ce qui l'entourait. L'aube trouva Richard et son équipe improvisée travaillant sans relâche. L'arrivée de Carlos et les informations précieuses qu'il avait apportées avaient insufflé un nouvel élan à leurs efforts. Marcelo, l'avocat, les rejoignit au petit matin, une mallette remplie de documents juridiques et une détermination féroce dans le regard. Bien, dit Marcelo en étalant plusieurs papiers sur la table de la cuisine. Avec les preuves fournies par Carlos, nous avons un dossier solide, mais nous devons être prudents. Victoire et Jean sont puissants, et ils n'hésiteront pas à utiliser toutes leurs ressources pour nous réduire au silence. Laïa, qui avait passé la nuit à examiner les vidéos des caméras cachées, leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans l'une des vidéos. Victoire mentionne quelqu'un qu'elle appelle le docteur. Cela semble être la personne qui lui a fourni le poison. Richard fronça les sourcils. Le docteur? Je ne me souviens de personne avec ce surnom dans notre cercle. Peut-être quelqu'un de cette clinique privée dont Carlos a parlé, suggéra Thierry, qui avait jusqu'alors observé en silence. Carlos acquiesça. Ça fait sens. Victoire insistait toujours pour se rendre seul à ses consultations. Peut-être que ce docteur est celui qui l'a aidé à tout planifier d'un point de vue médical. Marcelo nota rapidement. Il nous faut identifier ce docteur. Il pourrait être un témoin clé, voire un complice. Tu pourrais en savoir plus sur cette clinique? Demanda Richard à Carlos. Je le pourrais, répondit Carlos. J'ai encore quelques contacts en ville qui pourraient nous aider sans éveiller de soupçons. Alors qu'ils discutaient des détails du plan, Richard se retira un moment, s'approchant de la fenêtre. Le poids de tout ce qui se passait pesait lourd sur ses épaules. Non seulement il devait faire face à la trahison de sa femme et de son meilleur ami, mais il se trouvait maintenant au cœur d'un réseau complexe de tromperies, qui semblait s'étendre avec chaque nouvelle révélation. Laïa, remarquant son retrait, s'approcha de lui. « Comment vous sentez-vous, Richard » demanda-t-elle doucement, son instinct de psychologue détectant la tempête émotionnelle qui se déchaînait en lui. Richard soupira profondément. « C'est accablant. Il y a quelques jours, ma vie était parfaite, enfin, je le croyais. Maintenant, je ne sais plus en qui avoir confiance, ni même quoi croire. » Laïa posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal de se sentir ainsi après tout ce que vous avez traversé. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici pour vous aider. » Richard la regarda, reconnaissant pour son soutien. Il y avait quelque chose chez Laïa, une force tranquille et une compassion sincère, qui le réconfortait dans ce chaos. Reprenant sa place autour de la table, Richard se joignit à la discussion sur les prochaines étapes. Marcelo avait élaboré un plan audacieux. Il nous faut des preuves irréfutables de l'implication de Victoire et de Jean dans la tentative d'assassinat, expliqua l'avocat. Les emails et les vidéos sont un bon début, mais il nous faut davantage. Je propose que nous organisions une rencontre contrôlée où nous pourrions les enregistrer en train d'avouer leurs crimes. Mais comment? Demanda Thierry, sceptique. On ne peut pas simplement les inviter à prendre le thé et espérer qu'ils avouent. Marcelo esquissa un sourire rusé. Non, mais nous pouvons créer une situation qui les force à révéler la vérité. Carlos, penses-tu pouvoir contacter Victoire, en lui faisant croire que tu as découvert quelque chose sur la mort de Richard, et que tu veux la faire chanter? Carlos pâlit légèrement, mais hocha la tête. Je peux le faire, mais ce sera dangereux. Très dangereux, approuva Marcelo. C'est pourquoi chaque détail doit être planifié minutieusement. Laïa, ton expertise en psychologie sera cruciale pour anticiper leurs réactions et orienter la conversation comme nous le souhaitons. Tandis que le groupe discutait des nuances du plan, Richard ne put s'empêcher de ressentir une anticipation mêlée d'appréhension. Il s'apprêtait à affronter Victoire et Jean directement, et les conséquences pourraient être désastreuses si quelque chose tournait mal. Au fur et à mesure que la journée avançait, chaque membre de l'équipe se consacrait à sa tâche assignée. Carlos, avec l'aide de Thierry, commença à enquêter sur la clinique mystérieuse et sur le docteur. Laïa et Marcelo travaillaient sur le scénario de la confrontation, anticipant chaque réaction possible et préparant des réponses adéquates. Quant à Richard, il se retrouva à examiner de vieilles photographies et documents, à la recherche d'indices qui auraient pu lui échapper. En contemplant une photo de son mariage avec Victoire, un détail attira soudainement son attention. En arrière-plan, presque caché parmi la foule des invités, il aperçut un visage familier qu'il ne parvint pas à identifier immédiatement. Laïa appela Théil, la voix tendue. « Peux-tu venir un instant ?» Intriguée, la psychologue s'approcha. Richard lui montra la photo, pointant l'homme mystérieux. « Ne trouves-tu pas qu'il a l'air familier ?» Laïa plissa les yeux, étudiant l'image. Soudain, elle pâlit. « Ce n'est pas possible, Richard. Je crois avoir déjà vu cet homme à l'orphelinat où je travaille. Il vient parfois, soi-disant pour faire des examens médicaux aux enfants. Il m'a toujours semblé un peu inquiétant. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre. Cet homme pouvait-il être le docteur? Et si c'était le cas, quel lien aurait-il avec l'orphelinat? Était-il possible que le complot soit encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé?
Alors que le soleil se couchait, inondant la maison de campagne de teintes dorées, l'équipe de Richard se préparait pour la phase la plus dangereuse de leur plan. La confrontation était imminente, et avec elle, la possibilité de démêler un mystère qui semblait s'épaissir à chaque nouvelle découverte. Richard regarda ses alliés, des personnes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient de parfaits étrangers, et qui maintenant risquaient tout pour l'aider. Pour la première fois, il se demanda comment sa vie aurait été s'il avait rencontré des gens comme Laïa, Thierry et Carlos bien plus tôt, au lieu de faire confiance aveuglément à Victoire et Jean. Tandis qu'il se préparait pour la nuit qui pouvait tout changer, Richard fit une promesse silencieuse. Peu importe l'issue, il utiliserait cette seconde chance pour faire les choses différemment, pour valoriser la loyauté authentique au-dessus des apparences, et pour ne plus jamais considérer les intentions des autres comme acquises. Après un dernier regard sur la photo de son mariage, Richard rejoignit les autres. L'heure de vérité était arrivée. La nuit était tombée sur la ville lorsque Carlos, le cœur battant, composa le numéro de Victoire. Le plan était en marche, et chaque membre de l'équipe occupait sa position. Richard, Laïa et Marcelo se trouvaient dans une pièce attenante, écoutant attentivement à travers un système audio installé par Thierry. « Victoire, dit Carlos, la voix tremblante mais assurée, je dois vous parler. » C'est à propos de Richard. Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne avant que la voix de Victoire, froide et contrôlée, ne réponde. « Carlos, je pensais vous avoir dit que vos services n'étaient plus nécessaires. »« Je sais, mais c'est différent, insista Carlos, suivant le script élaboré. J'ai découvert quelque chose qui pourrait causer beaucoup de problèmes si cela tombait entre de mauvaises mains. » La tension était palpable, même au téléphone. « De quoi parlez-vous » demanda Victoire, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Je préfère ne pas en discuter au téléphone, répondit Carlos. Pourrions-nous nous voir au vieil entrepôt près du port, dans 1 heure ?» Après un bref silence, Victoire accepta. « J'y serai. Et Carlos, j'espère pour vous que cela en vaut la peine. » Dans la pièce adjacente, Richard ferma les yeux, essayant de maîtriser les émotions qui le submergeaient à l'écoute de la voix de sa femme. Laïa, remarquant son angoisse, posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous vous en sortez très bien, murmura-t-elle. Rappelez-vous, nous sommes tous ici avec vous. » L'heure suivante passa dans une frénésie de préparatifs. Thierry sécurisa le périmètre de l'entrepôt, installant des caméras et des micros cachés, tandis que Marcelo revoyait les aspects légaux de l'opération, s'assurant que tout serait recevable devant un tribunal. Enfin, le moment arriva. Carlos attendait au centre de l'entrepôt, éclairé par une unique ampoule suspendue. Richard, Laïa et Marcelo s'étaient cachés dans un bureau abandonné à l'étage, avec une vue dégagée sur la scène à travers un miroir sans teint. Le bruit de talons résonna sur le sol en béton. Victoire entra, élégante comme toujours, mais avec une tension visible dans les épaules. Derrière elle, à la surprise de tous, venait Jean. « J'espère que cela en vaut la peine, Carlos, dit Victoire, la voix glaciale. Je n'apprécie pas d'être menacé. » Carlos, visiblement nerveux mais déterminé, commença. « Je sais ce que vous avez fait à Richard. J'ai des preuves. » Jean fit un pas en avant, le visage déformé par une colère à peine contenue. « De quoi diable parles-tu ? Les emails, les visites à la clinique, les conversations enregistrées, énuméra Carlos. « Je sais tout. » Victoire resta impassible, mais un éclair de peur traversa ses yeux. « Carlos, vous faites une grave erreur. Vous ne savez pas de quoi vous parlez ? » « Oh, je crois que je sais très bien, répondit Carlos, gagnant en assurance. Je sais que vous avez empoisonné Richard. Je sais que vous avez planifié sa mort pendant des mois. Et je sais pour le docteur Pou. » À la mention du docteur, une réaction visible traversa les deux conspirateurs. Jean pâlit tandis que Victoire serrait les poings. « Que voulez-vous » demanda Victoire, la voix à peine un murmure. « La vérité, répondit Carlos. Je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Comment avez-vous pu trahir Richard de cette façon ? » Un instant, il sembla que Victoire allait tout nier, mais finalement, quelque chose en elle se brisa. « Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que Richard n'était pas le saint que tout le monde croyait. Lui aussi avait ses secrets. » Dans le bureau à l'étage, Richard se pencha en avant, déconcerté. De quoi parlait-elle ? Richard prévoyait de nous évincer, continua Victoire, la voix empreinte d'amertume et de douleur. Nous avons découvert qu'il allait vendre l'entreprise, licencier tout le monde, y compris Jean et moi. Jean intervint. Nous avons trouvé des documents, des plans de fusion qui nous auraient laissé sans rien, après tout ce que nous avions sacrifié pour l'entreprise. Richard allait nous trahir. Richard sentit son monde s'effondrer autour de lui. Il était vrai qu'il avait envisagé une fusion, mais jamais avec l'intention de nuire à qui que ce soit, encore moins à Victoire et Jean. Alors, nous avons décidé d'agir les premiers, conclut Victoire, la voix redevenue froide. Nous avons contacté le docteur, une vieille connaissance de la famille de Jean. Il nous a fourni le poison, quelque chose d'indétectable qui simulerait une crise cardiaque. Suivant le plan, Carlos insista pour obtenir plus de détails. Et l'orphelinat ? Quel rapport avec tout cela ? Victoire eut un rire amer. Ah, ça, c'était la brillante idée du docteur. Nous avions besoin d'un endroit pour tester le poison, pour nous assurer qu'il fonctionnerait correctement. Les enfants de l'orphelinat, disons qu'ils ont été nos sujets de tests involontaires.
Dans le bureau à l'étage, Laïa étouffa un cri d'horreur. Richard sentit une nausée lui monter à la gorge. Des enfants innocents? Jusqu'où cette folie était-elle allée? Vous devez comprendre, plaida Jean, sa voix suppliant. Nous avons fait ça pour survivre. Richard nous aurait détruits. Incapable de se contenir davantage, Richard sortit de sa cachette. Vous, détruire, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'entrepôt. Je vous aimais. J'avais confiance en vous. Victoire et Jean se figèrent, leur visage montrant un mélange de choc et de terreur en voyant Richard, vivant et furieux, descendre les escaliers. Richard, murmura Victoire en reculant. C'est impossible. Impossible, rugit Richard. Comme il était impossible que ma femme et mon meilleur ami planifient ma mort? Comme il était impossible d'utiliser des enfants d'innocents comme cobayes, la scène se transforma en chaos. Jean tenta de fuir, mais Thierry l'intercepta à la porte. Voyant qu'elle était acculée, Victoire sortit une arme de son sac. Reculez, cria-t-elle, pointant l'arme tremblante vers Richard. Laïa, qui était descendue derrière Richard, tenta de calmer la situation. Victoire, baissez l'arme. C'est fini. Nous avons tout enregistré, la police est en route. Les moments qui suivirent semblèrent se dérouler au ralenti. Victoire, les larmes aux yeux, regarda Richard une dernière fois avant de tourner l'arme vers elle-même. Richard se jeta en avant en criant non, tandis que Laïa et Carlos couraient pour désarmer Victoire. Au milieu de la lutte, un coup de feu retentit, l'écho résonnant dans l'entrepôt, suivi d'un silence total. Alors que la police faisait irruption dans le bâtiment, Richard se retrouva à soutenir une Victoire blessée mais vivante. La balle avait frôlé son épaule, causant une blessure douloureuse mais non fatale. En regardant dans les yeux de la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années, Richard y vit de la peur, du regret et une profonde tristesse. « Je suis désolé » murmura Victoire avant que la police ne l'éloigne de lui. Tandis que Victoire et Jean étaient menottés et emmenés, Richard resta là, au milieu du chaos, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Laïa s'approcha de lui, lui offrant son soutien silencieux. « C'est fini » dit-elle doucement. Mais Richard savait que ce n'était que le début. Tant de questions demeuraient sans réponse. Qui était vraiment le docteur? Combien d'autres étaient impliqués dans cette conspiration? Et, surtout, comment pourrait-il reconstruire sa vie après tout cela? Alors que les sirènes résonnaient au loin et que les flashs des caméras de la police éclairaient l'entrepôt par intermittence, Richard comprit que sa lutte pour la vérité et la justice ne faisait que commencer. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Les jours qui suivirent la confrontation à l'entrepôt furent un tourbillon d'activités. Richard, ressuscité officiellement, se retrouva au centre d'une tempête médiatique. La nouvelle de son retour d'entre les morts, combinée au scandale de la conspiration visant à le tuer, avait capté l'attention nationale. Assis dans le salon de la maison de Laïa, devenu son refuge temporaire, Richard regardait les nouvelles avec un mélange de fascination et d'horreur. Le célèbre homme d'affaires Richard Morel, présumé mort depuis plusieurs semaines, est réapparu au milieu d'accusations de tentatives de meurtre impliquant son épouse Victoire Morel et son associé Jean Rivière, annonçait la présentatrice. Les autorités enquêtent également sur d'éventuelles connexions avec des expérimentations illégales dans un orphelinat local. Laïa éteignit la télévision et s'assit à côté de Richard. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle doucement. Richard soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que je croyais savoir, tout était un mensonge. »« Pas tout » dit Laïa en posant une main réconfortante sur la sienne. « Les bonnes actions que vous avez faites, les vies que vous avez améliorées grâce à votre entreprise, tout cela était bien réel. » Richard la regarda, reconnaissant. Ces derniers jours, Laïa était devenue son ancre, le maintenant à flot au milieu du chaos. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit le moment. Marcelo entra, une pile de documents sous le bras. « J'ai des nouvelles » annonça l'avocat en s'asseyant devant eux. La police a interrogé Victoire et Jean. Ils coopèrent, espérant obtenir un accord plus favorable. « Que vous ont-ils dit » demanda Richard en se penchant en avant. Marcelo étala quelques papiers sur la table basse. Ils ont fourni des détails sur le docteur. Son vrai nom est Eduardo Vidal. Il était autrefois un médecin respecté, mais il a perdu sa licence à cause d'expériences non éthiques. Des expériences? Laïa fronça les sourcils. Quel genre d'expérience? Apparemment, continua Marcelo, Vidal était obsédé par l'idée de créer le poison parfait, quelque chose d'indétectable qui pourrait simuler des causes naturelles de mort. Lorsque la communauté médicale l'a rejeté, il s'est tourné vers des méthodes moins conventionnelles. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Les enfants de l'orphelinat. Marcelo acquiesça gravement. Vidal utilisait sa connexion avec la famille de Jean pour accéder à l'orphelinat, soi-disant pour réaliser des examens médicaux de routine. En réalité, il testait différents composés sur les enfants, observant les effets. Laïa porta une main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu, combien d'enfants !» Heureusement, intervint Marcelo, il semble qu'il n'y ait pas eu de décès directement attribuable à ces expérimentations, mais plusieurs enfants ont souffert de maladies mystérieuses, qui font actuellement l'objet d'une enquête. Richard se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre. La culpabilité le rongeait.
Bien qu'il ne fût pas directement responsable, il sentait que sa cécité face aux actions de Victoire et de Jean avait permis que cela se produise. « Je dois faire quelque chose », dit-il finalement en se tournant vers Laïa et Marcelo. « Ces enfants ont besoin d'aide, d'un soutien ?» Laïa acquiesça. L'orphelinat aura définitivement besoin de ressources pour surmonter cela. Les enfants et le personnel auront besoin de thérapie, de soins médicaux. Je m'occuperai de tout, déclara Richard avec fermeté. J'utiliserai chaque centime de ma fortune s'il le faut. Marcelo esquissa un léger sourire. En parlant de votre fortune, j'ai d'autres nouvelles. Avec Victoire en détention et la vérité qui éclate, nous avons réussi à geler les comptes et les actifs qu'ils avaient tenté de transférer. Votre empire entrepreneurial est intact, Richard. Alors qu'il discutait des détails juridiques et financiers, le téléphone de Laïa sonna, et son visage pâlit en décrochant. Alors qu'elle écoutait au téléphone, Laïa eut une expression alarmée. « Qu'y a-t-il » demanda Richard, inquiet face à son visage pâle. Laïa raccrocha, la voix tremblante. « C'était mon contact à l'orphelinat. Vidal est passé là-bas il y a quelques heures. Lorsque la police est arrivée pour l'arrêter, il avait disparu, emportant un des enfants avec lui. La nouvelle tomba comme une bombe dans la pièce. Richard sentit la colère et la détermination grandir en lui. « Il faut le retrouver » déclara-t-il. Peu importe le prix. Marcelo était déjà au téléphone, contactant ses connexions dans la police. Laïa commença à rassembler toutes les informations qu'elle possédait sur Vidal et l'enfant disparu. Au milieu de l'agitation, Richard se surprit à penser à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, sa principale préoccupation était de conclure un grand contrat. Maintenant, il était en course contre la montre pour sauver la vie d'un enfant innocent. Richard l'appela doucement Laïa, le tirant de ses pensées. « Je sais que tout cela est accablant, mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là pour vous soutenir. » En regardant autour de lui, à Laïa, Marcelo, et en pensant à Carlos et Thierry qui avaient tant risqué pour lui, Richard ressentit une vague de gratitude et de détermination. « Je sais, » répondit-il en prenant la main de Laïa. « Et ensemble, nous ferons payer Vidal pour ses crimes et nous sauverons cet enfant. » Alors que le soleil se couchait, inondant la ville de teintes dorées et carmin, l'équipe commença à élaborer son plan. La chasse au docteur venait de commencer, accompagnée d'une promesse de justice et de rédemption. Richard regarda par la fenêtre la ville qu'il croyait si bien connaître. Quelque part là-bas, un enfant innocent avait besoin de lui, et cette fois, il ne faillirait pas. La nuit tombait, mais pour Richard et son équipe, ce n'était que le début d'une nouvelle bataille, une bataille pour la vérité, la justice et la rédemption. À l'aube, Richard et son équipe étaient déjà en pleine action. Le salon de Laïa s'était transformé en un centre d'opérations improvisé, avec des cartes, des photos et des documents couvrant chaque surface. L'air était chargé de tension et de détermination. « Nous avons une piste » annonça Carlos en entrant précipitamment dans la salle. « Un de mes contacts au port a vu un homme correspondant à la description de Vidal embarqué sur un yacht privé il y a quelques heures. Il était accompagné d'un enfant. » Richard se leva d'un bond. « Où allait-il » ? « Selon ma source, le yacht a pris la direction du sud, répondit Carlos, mais ils ont perdu la trace après quelques miles. » Marcelo, qui était au téléphone avec ses contacts dans la police, raccrocha avec frustration. Les autorités mobilisent des unités maritimes, mais le processus est lent. Ils craignent que d'ici à ce qu'ils organisent une recherche efficace, Vidal soit déjà hors de leur juridiction. Laïa, qui consultait les dossiers de l'orphelinat, intervint. L'enfant qu'il a emmené s'appelle Mathieu. Il n'a que 8 ans et, oh mon Dieu, sa voix trembla en lisant le dossier. Mathieu a été l'un des principaux sujets de test de Vidal. Sa santé est fragile depuis. La nouvelle pesa lourdement sur tous les présents. Richard sentit la rage et la culpabilité se mêler en lui, formant une détermination inébranlable. « Nous ne pouvons pas attendre la police » déclara-t-il. « Il faut agir maintenant ?» Thierry, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Un vieil ami avec un bateau rapide. Nous pourrions rattraper Vidal avant qu'il n'atteigne les eaux internationales. » Richard hocha la tête. « Fais-le. Marcelo, utilise tes contacts pour obtenir du soutien dès que nous aurons localisé Vidal. Laïa, Carlos, j'ai besoin que vous restiez ici pour coordonner les informations. Vous serez nos yeux et nos oreilles ?» Alors que l'équipe se mobilisait, Laïa tira Richard par le bras, l'entraînant dans un coin. « Richard, je sais que vous sentez que vous devez le faire vous-même, mais c'est dangereux. Vidal est un homme désespéré, et nous ignorons de quoi il est capable. » Richard prit les mains de Laïa dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Je sais, mais je dois le faire. Pas seulement pour Mathieu, mais pour tous les enfants qui ont souffert à cause de mon aveuglement. C'est ma responsabilité. » Laïa l'observa un instant avant d'acquiescer. « Je comprends. Mais promettez-moi que vous ferez attention. Nous vous avons déjà perdu une fois, je ne supporterai pas de vous perdre à nouveau. » Le moment d'intimité entre eux fut interrompu par Thierry, qui annonça que son ami les attendait au port. En quelques minutes, Richard et Thierry étaient en route, laissant derrière eux une équipe inquiète mais déterminée. Le voyage en bateau fut tendu. La mer était agitée, comme pour refléter la tourmente dans le cœur de Richard. Alors qu'il fendait les vagues, Richard ne put s'empêcher de réfléchir au bouleversement de sa vie.
Vous savez, dit-il à Thierry en élevant la voix pour se faire entendre par-dessus le bruit du moteur, il y a quelques semaines, ma plus grande préoccupation était de conclure une affaire de plusieurs millions. Je pensais que c'était ça, le sens de ma vie. Mais maintenant, je réalise combien tout cela était vide. Thierry hocha la tête avec compréhension. Parfois, la vie nous secoue pour nous montrer ce qui importe vraiment. Vous avez raison, répondit Richard. Et je vous promets que, si nous sortons de là, je consacrerai ma vie à faire une véritable différence. Fini les affaires sans âme, fini la poursuite de l'argent pour l'argent. Avant que Thierry ne puisse répondre, la radio du bateau crépita. C'était Laïa. Nous avons de nouvelles informations, sa voix sonnait urgente à travers les grésillements. La police a identifié le yacht de Vidal. Il s'agit du Némésie, un bateau de luxe enregistré sous l'une des sociétés écrans de Jean. Il nous envoie les coordonnées de la dernière localisation connue. Avec ces nouvelles informations, Richard et Thierry ajustèrent leur cap. Le soleil commençait à se lever à l'horizon lorsqu'ils aperçurent enfin une embarcation au loin. Le voilà, murmura Richard, sentant son cœur s'accélérer. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils distinguèrent la silhouette d'un homme sur le pont. Vidal les avait vus. Arrêtez, ou l'enfant meurt, cria Vidal, apparaissant avec Mathieu, tenant une arme contre la tête du garçon terrorisé. Richard sentit que le monde s'arrêtait. Tout se résumait à ce moment. Il regarda Mathieu, vit la peur dans ses yeux, et sut qu'il ferait tout pour le sauver. Vidal, cria Richard, levantant les mains en signe de paix. Je suis Richard Morel. Je sais que tu voulais ma mort. Eh bien, me voilà. Laisse le garçon partir, et tu mourras. Vidal sembla considérer l'offre, son regard oscillant entre Richard et l'horizon, où les lumières des bateaux de police se rapprochaient. D'accord, répondit-il finalement. Monte à bord, mais seulement toi. Alors que Richard se préparait à monter sur le yacht de Vidal, il échangea un regard avec Thierry. Tous deux savaient que ce qui allait se passer pourrait tout changer. Le cœur battant à tout rompre, Richard s'avança vers l'inconnu, prêt à tout risquer pour sauver un enfant innocent et, peut-être, se racheter dans le processus. Le soleil s'élevait complètement à l'horizon, baignant la scène d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, et peut-être le plus important de la vie de Richard. Le soleil brillait intensément sur les eaux agitées alors que Richard montait à bord du Némésie. Ses yeux s'ajustèrent rapidement à la pénombre de la cabine, où Vidal l'attendait, tenant toujours Mathieu en bouclier. « Bienvenue à bord, monsieur Morel, dit Vidal avec un sourire tordu. Je dois admettre que votre résurrection était inattendue. » Richard resta calme, les yeux fixés sur Mathieu. Le garçon tremblait, mais dans ses yeux, un éclat d'espoir brillait en voyant celui qu'il espérait être son sauveur. « Vidal, commença Richard, gardant une voix ferme. Cela va trop loin. Lâche le garçon. C'est moi que tu veux. » Vidal éclata d'un rire amer. « Vous ? Non, Morel. Vous n'étiez qu'un moyen d'arriver à mes fins, une poche profonde pour financer mes recherches. Victoire et Jean étaient les véritables architectes de votre chute. » La révélation frappa Richard comme un coup de poing. Malgré tout ce qu'il avait découvert, une part de lui espérait encore que Victoire avait été manipulée d'une certaine manière. Mais cela confirmait ses pires craintes. « Pourquoi » demanda Richard, luttant pour garder son calme. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour justifier tout ça? Les yeux de Vidal brillèrent d'un éclat presque maniaque. « Justifier ? Je suis à deux doigts d'une découverte qui changera le monde. Un composé capable de simuler n'importe quelle cause de mort naturelle. Imaginez le pouvoir que cela procure. » Richard fit un pas prudent en avant. Mais au prix de vies innocentes, d'enfants, un instant, une ombre de remords traversa le visage de Vidal. Des sacrifices nécessaires pour le progrès. Ces enfants, personne ne remarquerait leur absence. Des orphelins, oubliés par la société. Tu te trompes, interrompit Richard, la voix chargée d'émotion. Chaque vie a de la valeur. Chaque enfant mérite une chance. Alors qu'il parlait, Richard remarqua que Mathieu avait commencé à bouger subtilement, se détachant peu à peu de Vidal, qui, absorbé par son discours, ne semblait pas s'en apercevoir. « Ne viens pas me faire la leçon sur la moralité, » cracha Vidal. « Toi, qui as bâti un empire sur l'exploitation et la cupidité. Crois-tu que j'ignore comment tu as accumulé ta fortune ? Victoire m'a tout raconté. » Les mots de Vidal frappèrent Richard de plein fouet. Il était vrai que, dans sa quête de succès, il avait pris des décisions discutables, écrasant ses concurrents et privilégiant les profits au détriment du bien-être de ses employés à plus d'une reprise. Une culpabilité qu'il avait longtemps réprimée refit surface avec une force inouïe. « Tu as raison, admit Richard, surprenant Vidal. J'ai fait des erreurs. J'ai blessé des gens dans ma course au succès. Mais je suis ici maintenant, essayant de faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard pour toi non plus, Vidal. » Le médecin sembla hésiter un instant, son étreinte sur Mathieu se relâchant légèrement. C'était tout ce dont le garçon avait besoin. Avec une rapidité surprenante, Mathieu se libéra de l'emprise de Vidal et courut vers Richard. « Non » rugit Vidal, levant son arme. Tout se passa en quelques secondes. Richard se jeta en avant, couvrant Mathieu de son corps. Un coup de feu retentit, et Richard ressentit une douleur aiguë à l'épaule. Mais il ne s'arrêta pas. Tenant Mathieu dans ses bras, il se précipita vers Vidal, le renversant. L'arme tomba au sol, glissant sur le pont. Vidal et Richard luttèrent,
roulant sur le sol du yacht. Malgré la douleur à l'épaule, Richard trouva une force insoupçonnée, peut-être alimentée par l'adrénaline ou par sa détermination à protéger Mathieu coûte que coûte. « Ça suffit !» cria Richard, parvenant à immobiliser Vidal. « C'est fini. La police est en route. Il n'y a pas d'échappatoire ?» Vidal, haletant, regarda Richard avec un mélange de haine et de respect. « Tu aurais dû rester mort, Morel ?» À cet instant, des sirènes se firent entendre. Les bateaux de police étaient arrivés. Richard maintint Vidal immobilisé jusqu'à ce que les policiers montent à bord et le menottent. Pendant que les secouristes soignaient sa blessure, Richard chercha Mathieu du regard. Le garçon était assis dans un coin, enveloppé dans une couverture, réconforté par une policière. Mathieu appela doucement Richard. Le garçon leva les yeux vers lui, les yeux pleins de larmes, mais aussi de gratitude. « Tout ira bien maintenant, promis Richard. » Laïa et Thierry arrivèrent peu après, à bord d'un autre bateau, le visage exprimant un mélange de soulagement et d'inquiétude en voyant la blessure de Richard. « Richard » s'écria Laïa en courant vers lui. « Est-ce que ça va ?» Quand nous avons entendu le coup de feu, Richard la prit dans ses bras avec son bras valide, sentant une vague d'émotion le submerger. « Je vais bien. Mathieu est sain et sauf, c'est tout ce qui compte. » Alors que les policiers emmenaient Vidal et que les secouristes préparaient Richard pour le transporter à l'hôpital, Laïa resta à ses côtés, tenant sa main. « Tu as réussi, dit-elle doucement. Tu as sauvé Mathieu et arrêté Vidal ?» Richard regarda l'horizon, où le soleil brillait sur la mer calme. « Oui, mais ce n'est que le début. J'ai tant de choses à réparer, tant de bien à faire pour racheter mes erreurs passées. » Laïa serra sa main. « Et tu ne seras pas seul sur ce chemin ?» Tandis que le bateau les ramenait vers la côte, Richard sentait qu'un chapitre de sa vie se refermait, tandis qu'un autre, rempli de possibilités et de rédemption, s'ouvrait devant lui. Avec Mathieu en sécurité, Vidal capturé, et Laïa à ses côtés, Richard savait qu'il affronterait tout ce qui l'attendait avec un nouveau regard et un cœur renouvelé. L'horizon s'étendait devant eux, brillant et plein de promesses, tandis que le Némésis s'éloignait, symbole d'un passé que Richard était résolu à laisser derrière lui. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce dramatique sauvetage en haute mer. La ville se préparait à accueillir le printemps, et un air de renouveau et d'espoir semblait imprégner les rues. Richard Morel, vêtu d'un costume simple mais élégant, se tenait debout devant les portes du tout nouvel orphelinat Nouvel Horizon. À ses côtés, Laïa souriait, les yeux brillants de fierté et d'affection. « Prêt » murmura-t-elle en lui prenant la main. Richard acquiesça, serrant sa main en retour, plus sûr que jamais. Les portes s'ouvrirent, révélant une cour remplie d'enfants souriants, de membres du personnel et de journalistes. Des banderoles colorées ornaient les murs pour célébrer la grande réouverture de l'orphelinat. En marchant vers le podium, Richard aperçut des visages familiers dans la foule. Carlos, désormais directeur de la sécurité de l'orphelinat, lui fit un salut respectueux. Thierry, qui avait trouvé un nouveau sens à sa vie en tant que jardinier et mentor des enfants, lui adressa un large sourire, et Marcelo, toujours professionnel, se tenait à côté d'un groupe de fonctionnaires prêts à gérer tout aspect juridique. Mais ce fut un visage en particulier qui emplit le cœur de Richard d'émotion. Mathieu, désormais rétabli et débordant de vie, se tenait au premier rang, les yeux pleins d'admiration et de gratitude. Richard se racla la gorge et commença son discours. « Il n'y a pas si longtemps, je me trouvais dans un endroit sombre, littéralement et figurativement. Je pensais que le succès se mesurait en chiffres sur un compte bancaire et par le pouvoir que l'on pouvait exercer sur les autres. J'avais tort. » Il marqua une pause, balayant la foule du regard. « Ma vie a changé quand j'ai compris que le vrai succès réside dans l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Cet orphelinat, Nouvel Horizon, n'est pas seulement un bâtiment. C'est une promesse pour chaque enfant ici présent, qu'ils sont précieux, aimés, et qu'ils ont un avenir brillant devant eux. » Richard continua en détaillant les améliorations apportées à l'orphelinat, des installations médicales de pointe, des programmes éducatifs personnalisés, des thérapies psychologiques et des activités parascolaires conçues pour nourrir les talents uniques de chaque enfant. Mais ce n'est que le début, déclara-t-il avec passion. À partir d'aujourd'hui, la Fondation Morel s'engage à reproduire ce modèle dans les orphelinats à travers tout le pays. Aucun enfant ne doit se sentir oublié ou sans valeur. Les applaudissements résonnèrent dans la cour. Laïa, les yeux pleins de larmes, rejoignit Richard sur le podium. Ensemble, ils coupèrent le ruban qui inaugurait officiellement le nouvel orphelinat. Tandis que les enfants riaient et exploraient leurs nouvelles installations, Richard se retrouva entouré de son équipe. « Vous l'avez fait, chef, dit Carlos avec un sourire. »« Non, corrigea Richard. Nous l'avons fait, ensemble ?» Marcelo s'approcha avec une pochette dans les mains. « J'ai des nouvelles concernant Victoire et Jean, dit-il à voix basse. Richard acquiesça, se préparant à entendre ce qu'il avait à dire. Le procès est terminé. Les deux ont été condamnés. Victoire a montré des remords et a fourni des informations précieuses sur d'autres opérations de Vidal, ce qui a réduit sa peine à 15 ans. Jean, en revanche, a écopé de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Richard digéra l'information en silence. Une partie de lui ressentait encore de la douleur face à cette trahison, mais une autre partie se sentait en paix, sachant que justice avait été rendue. « Et Vidal ?» demanda-t-il.
Prison à perpétuité, répondit Marcelo. Ses crimes envers les enfants garantissent qu'il ne verra plus jamais la lumière du jour en homme libre. Richard hocha la tête, sentant qu'un chapitre de sa vie s'achevait enfin. À cet instant, Mathieu s'approcha timidement du groupe. Richard se baissa à sa hauteur. « Merci, monsieur Morel, dit le garçon d'une voix douce, de nous avoir sauvés et de nous avoir donné un foyer. » Richard sentit son cœur se fondre. Il prit Mathieu dans ses bras, se disant que toutes les luttes et tous les dangers qu'il avait affrontés en valaient la peine pour ce moment. « Non, Mathieu, répondit-il d'une voix émue. Merci à toi. Toi et les autres enfants, vous m'avez sauvé. Vous m'avez donné un but, une raison de devenir quelqu'un de meilleur. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la cour de teinte dorée, Richard se retrouva entouré de sa nouvelle famille. Laïa à ses côtés, sa main fermement entrelacée dans la sienne. Carlos, Thierry et Marcelo, des amis fidèles qu'il avait soutenus dans ses moments les plus sombres, et les enfants, des dizaines de visages rayonnants, pleins d'espoir et de possibilités. Richard leva les yeux vers le ciel, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue. Son parcours avait été long et semé de rebondissements inattendus, mais ici, à cet instant, il comprit qu'il avait enfin trouvé sa véritable place dans le monde. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Laïa. Richard sourit en la regardant avec amour. « À l'avenir, à toutes les vies que nous pouvons changer, à l'amour que nous avons trouvé au milieu de l'adversité. » Laïa se pencha pour l'embrasser tendrement. Et ce n'est que le début. Tandis que la nuit tombait sur l'orphelinat Nouvel Horizon, Richard Morel, autrefois un magnate obsédé par le pouvoir et l'argent, désormais un homme transformé par l'amour et la compassion, savait que sa véritable histoire ne faisait que commencer. Une histoire de rédemption, de seconde chance, et de l'incroyable pouvoir de l'amour inconditionnel. L'avenir apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions de faire le bien. Mais cette fois, Richard les affronterait non pas comme un homme solitaire au sommet, mais entouré d'une famille qu'il avait choisie, avec un cœur ouvert et un but clair. Alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, Richard Morel referma un chapitre de sa vie et en ouvrit un autre, prêt pour l'aube nouvelle qui l'attendait.